Quelle est la place qu'occupe la littérature dans l'apprentissage d'une langue? La langue nous donne une vision du monde. C'est là qu'on découvre comment bat le cœur de cette langue. Pourquoi vous avez choisi le titre Chanson douce pour parler d'un meurtre? Une fois qu'on a terminé notre livre, qu'on a mis le point final, le livre il ne nous appartient plus. Une chanson douce que me chantait ma maman. Et un écrivain qui rencontre un grand traducteur, c'est aussi un amour. En général, je n'aime pas lire un livre que tout le monde est en train de lire. La littérature française a gardé cette tradition de grands romans. Faites des fautes, mais parlez français. Vous parlez tous français? Le français est l'une des langues officielles des Nations Unies, de l'Union européenne et des Jeux olympiques. Près de 300 millions de francophones partagent les valeurs qu'elle incarne de solidarité, de respect et de tolérance. La diversité culturelle au sein de l'espace francophone est une réalité incontestable. Une langue en partage, des cultures en partage. À travers son cinéma, sa musique et sa littérature, la culture francophone suscite un grand intérêt en Chine et une forte passion pour la langue française. Apprendre le français, c'est se donner de nouvelles opportunités d'échange, de travail, d'études et de fêtes. 第一次应该是在我去法国旅行的时候，是去欧洲旅游的时候，是在某部艺术作品或者影视作品中看到的听到的。主要是想去法国念书，学这个法语觉得挺酷的。法语是很多国家的官方语言，然后对学习啊、工作啊，还有旅行啊都非常有用。应该比英语难一点，但是我比较喜欢法语，所以我觉得还好。对，刚开始还比较难，后来习惯了就好。感觉比起别的语言有些困难，挺难的。难啊，快放弃了。玛格丽特、普拉斯。加缪的那个《局外人》。小王子。小王子啊，小尼古拉。卡斯汀的德纳夫啊，像苏菲玛索啊，苏菲玛索。雷巴克。让林。于贝尔。La Belgique, la Suisse, la France, bien sûr. 巴黎啊，里昂啊，还是最想去法国吧。加拿大或者那个瑞士。非洲啊。是大姆。阿莫是诺瓦。米呼米呼。加拉比。Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Parlons-en à l'Université de Beijing avec des francophones et des amateurs de cette belle langue. Et surtout, nous avons le grand plaisir d'inviter aujourd'hui deux ambassadeurs de la francophonie, Madame Leila Slimani, journaliste et écrivaine franco-marocaine, lauréate du prix Concours 2016 pour votre deuxième roman, Chanson douce, et représentante personnelle du président français Emmanuel Macron pour la francophonie. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Dongqiang, doyen du département de français à l'Université de Beijing et président du prix Foulet et membre correspondant de l'Institut de France. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Merci. Madame Leila Slimani, vous avez été nommée en novembre 2017 représentante personnelle du président français pour la francophonie. C'est donc dans le cadre de cette mission que vous voyagez en Chine. Il y a aujourd'hui en Chine un intérêt grandissant pour l'apprentissage de la langue française et nous avons ici rassemblé un grand nombre de spectateurs qui sont amoureux de la langue de Molière. Vous parlez tous français? Oui. Alors, quel message voudriez-vous adresser à ce public? Je voudrais déjà dire que je suis très émue et surtout très impressionnée par tous ces Chinois qui parlent français que j'ai rencontrés depuis ce matin, presque complexée moi-même maintenant de ne pas parler le chinois avec vous parce que je me rends compte que vous maîtrisez tellement bien cette belle langue qui est la langue française. Je vous en félicite, je trouve ça absolument extraordinaire. Le message que je voudrais passer, c'est que la langue française est une langue en partage, une langue qui ouvre non seulement bien sûr sur la France, sur l'Europe, mais sur beaucoup de mondes différents, sur l'Afrique, sur l'Amérique, sur les 5
continent. Donc c'est une langue relais, finalement, une langue qui permet de passer vers des cultures très diverses et leur dire que bien sûr cette langue, elle les accueille, que cette langue peut devenir une sorte de deuxième patrie dans laquelle on partage des valeurs, dans laquelle on partage aussi des émotions. Beaucoup de gens ont parlé d'amour en parlant de langue française. C'est une langue qui est très liée, je crois, à l'amour, au désir. Et je suis très heureuse que tellement de gens expriment ce désir pour la langue française. Et Monsieur Tongxiang, vous êtes professeur de français et vous êtes également lauréat de la grande médaille de la francophonie. Vous jouissez d'une grande renommée auprès des francophones en Chine. Pouvez-vous nous dire quel degré d'affection portez-vous à cette langue quasi maternelle pour vous? Merci beaucoup pour votre question. Alors, vous savez, il y a beaucoup de hasard dans la vie. Moi, j'ai été justement sur la route française complètement par hasard. J'ai même pas choisi. Personne à ma famille ne connaissait le français, ni la France. Voilà. Et je remercie beaucoup cette langue parce que je dis toujours, une fois, j'ai été invité à la résidence de France pour parler de mon expérience. Eh bien, j'ai dit, voilà, sans le français, vraiment, j'aurais pas imaginé ma vie. Et je dis même, je serais peut-être juste un petit vaurien quelque part. Alors l'interprète m'a dit, vous êtes sûr de votre mot, vaurien? Je dis voilà, un vaurien. Et Madame Slimani, vous avez grandi dans une famille d'expression française et baigné dans deux cultures différentes. Le français au Maroc est-il différent de celui pratiqué en France? Oui, il est différent, oui, même s'il est enseigné à l'école souvent de manière assez classique. On parle, oui, disons un français classique, mais évidemment, il se nourrit de toutes les autres langues avec lesquelles il vit. Donc, il est influencé, bien sûr, par l'arabe, il est influencé par des langues africaines, il est influencé aussi un petit peu par l'espagnol. Comme dans beaucoup de pays plurilingues, au Maroc, comme par exemple, j'ai pu en faire aussi l'expérience au Liban, il y a cette particularité à l'intérieur d'une même phrase de parler plusieurs langues. Donc on utilise un mot en français, puis ensuite un mot en arabe, puis ensuite un mot en berbère. Ça peut être assez déstabilisant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. C'est par exemple la même chose au Sénégal. Moi j'étais très amusée. Un jour je parlais avec un professeur sénégalais qui me racontait qu'il est entré dans un bus et qu'un jeune homme s'était rendu compte qu'il avait oublié sa carte pour payer le bus et qu'il a dit une phrase en disant j'ai oublié ma carte pour le bus et il a utilisé dans cette phrase 4 langues différentes. Et ça pourrait paraître voilà, très déstabilisant. En même temps, je pense que c'est ça la grande force du monde francophone. Vous savez, au fond, la France, c'est le seul pays francophone qui est monolingue. Tous les autres pays francophones sont des pays où on parle plusieurs langues. Donc évidemment, cette langue française, elle a pris cette habitude de cohabiter avec toutes les autres langues. Et quand on vit avec les autres, eh ben, on se laisse influencer par les autres. Donc bien sûr, c'est une langue qui subit les influences des langues avec lesquelles elle vit. Et ceux qui ont appris l'anglais et le français ont pu constater que le français est beaucoup plus difficile que l'anglais, surtout au niveau de la grammaire, les conjugaisons, l'expression du temps, la syntaxe, etc. Les nouveaux apprenants se découragent souvent au bout de quelques cours. Comment leur faire pour conserver un intérêt pour cette langue ? Il y a deux choses dans votre question qui sont très importantes. La première, c'est que c'est vrai que l'enseignement du français, c'est souvent beaucoup trop centré sur la grammaire, sur les règles, etc. Et que donc ça a découragé des nouveaux apprenants qui avaient l'impression que c'était une langue inaccessible. Et je pense qu'il faut adapter effectivement l'enseignement du français pour qu'il soit plus vivant, qu'on parte plus du dialogue, de la parole, de la prise de parole, qu'on travaille sur des supports qui sont des supports culturels pour que ça paraisse plus une langue accessible. C'est vrai aussi que beaucoup de gens m'ont témoigné du fait qu'ils n'osent pas parler le français s'ils ne le parlent pas parfaitement, parce qu'ils ont cette peur d'être jugés sur leur maîtrise du français, alors que l'anglais, qui est devenu une langue monde et une langue qu'on utilise pour la communication, c'est une langue finalement qu'on n'est pas complexé de parler, même si on ne la parle pas parfaitement, parce que c'est une langue qui sert surtout à communiquer. Moi, ce que je voudrais transmettre, même si ce n'est pas pour certaines personnes très politiquement correct, c'est faites des fautes, mais parlez français. C'est pas grave de faire des fautes en français, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc il faut parler français, le pratiquer et ne pas craindre d'être jugé et dire évidemment aux locuteurs francophones ne jugez pas ceux qui sont en train d'apprendre. Au contraire, il faut être dans un partage constant et il ne faut pas être dans un rapport puriste ou arrogant avec la langue. C'est intéressant parce que vous avez parlé de l'anglais comme une langue monde, mais en même temps,
Justement, cette langue monde fait que tout le monde, si tout le monde parle anglais, il n'y a plus l'autre monde. La valeur d'une langue étrangère, c'est justement de découvrir ce qu'on appelle l'étrangeté, découvrir quelque chose qui nous est différent. Le français nous a permis d'avoir une vision différente du monde. Une vision du monde, c'est important. La langue nous donne une vision du monde. Voilà. Et justement, l'apprentissage d'une langue ne se limite pas à la grammaire. Il nécessite également une bonne connaissance de l'histoire, de la littérature, de la culture de son pays d'origine. Vous travaillez tous les deux dans le secteur littéraire. Quelle est la place qu'occupe la littérature dans l'apprentissage d'une langue pour vous? Alors, je crois que ça occupe une place essentielle parce que c'est là qu'on mesure finalement la beauté d'une langue, sa capacité d'évocation, sa force, sa capacité à convaincre, à émouvoir. C'est là aussi qu'on découvre comment on peut jouer avec une langue, comment finalement un vocabulaire qui peut au départ, lorsqu'on l'apprend, nous paraître un peu figé, eh bien ce vocabulaire-là, on peut le détourner, on peut le contourner, on peut découvrir différents sens, et à quel point aussi la langue est quelque chose qui ne cesse de se construire. Des auteurs, des grands écrivains ont changé parfois le sens d'un mot, ou en tout cas, sa force qu'il évoque peut changer à travers simplement un poème, à travers un roman. Donc évidemment, le romancier ou le poète sont des grands artisans de la langue, et je crois que c'est très important quand on apprend une langue de se plonger dans la littérature de cette langue-là, parce que c'est là qu'on découvre comment bat le cœur de cette langue. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple qui n'est pas vraiment répandu. Le Petit Robert. Vous ouvrez le dictionnaire français, le Petit Robert. Dans chaque mot, vous avez des citations qui sont des écrivains. Donc, ce sont des écrivains qui créent la langue. Je crois que pour maîtriser vraiment une langue, il faut justement apprendre auprès des écrivains, parce que les écrivains sont des gens qui ont une sensibilité plus forte, plus aiguë pour la langue. C'est un peu comme dans la calligraphie, il faut imiter les grands maîtres. Voilà, donc vous imitez les grands écrivains, vous utilisez un français meilleur que les autres. Vous voyez, donc il y a plus élégant. Voilà. Et jusqu'à présent, 2 des livres de Madame Leila Slimani ont été traduits en chinois, Dans le jardin de l'ogre et Chansons douces. Parmi nos spectateurs, certains ont lu les ouvrages de Madame Leila Slimani. Pouvez-vous dire quelques impressions sur ces livres? Avez-vous? N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bonjour. Quel livre avez-vous lu? J'ai lu Chansons douces. Et qu'est-ce que vous avez découvert en le lisant? Au début, je me disais ça allait être une histoire qui serait peut-être familière avec l'expérience que nous, en tant que femmes, maman, quelqu'un qui travaille, une expérience qui se ressemble. Mais petit à petit, on découvre le monde solitaire d'un individu qui essaye de se construire une vie autre que celle qu'elle vit. C'était de plus en plus bouleversant au fur et à mesure qu'on lit. Merci. Merci beaucoup. Et quelqu'un d'autre? 就是这个《温柔之歌》，我们其实苏利玛尼得了龚古尔奖之后，中国的反响就很大了。因为中国也有很多涉及到保姆的问题、家庭的问题，所以呢，这样一本书应该是它在中国读者当中的这个热度在逐渐的上升。S'agit-il de votre première rencontre avec les lecteurs chinois? Tout à fait, de mon premier voyage en Chine. Les échanges avec les lecteurs sont-ils une source d'inspiration pour vous? Ah oui, très souvent c'est une source d'inspiration. D'abord parce que c'est toujours extraordinaire de rencontrer des gens qui ont lu votre livre et qui ont une interprétation parfois très originale. Tout à l'heure, je parlais avec un lecteur, voilà, qui est là et qui me disait, par exemple, un des personnages de mon livre, il me demandait est-ce qu'elle était morte et il avait sa propre interprétation sur la façon dont elle était morte. Et je n'avais pas du tout vu les choses comme ça, mais en l'écoutant, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que cette interprétation est possible. Donc vous savez, une fois qu'on a terminé notre livre, qu'on a mis le point final, le livre il ne nous appartient plus. Les romans appartiennent à leurs lecteurs. Et ce sont les lecteurs qui finalement lui donnent du sens et qui imaginent les personnages et qui vivent avec eux. Et donc j'accorde énormément d'importance à ce que mes lecteurs me disent. J'ai lu aussi ce livre, mais en version chinoise. Chansons douces commence sur le meurtre de 2 enfants en bas âge.
assassinés par leur nounou, Louise, et la découverte du drame par la mère. Pourquoi vous avez choisi le titre Chanson douce pour parler d'un meurtre? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un roman sur... d'une certaine façon, c'est un roman où je prends un petit peu le lecteur à revers. Je lui fais croire que ça va être une histoire très douce avec une gentille nounou qui arrive dans une famille où tout va très bien se passer. Donc déjà, j'avais envie d'un titre qui soit un titre en décalage avec l'histoire que je vais raconter. Mais surtout, Chanson douce, c'est une chanson qui est très célèbre en France. C'est une chanson qu'on chante aux enfants de Henri Salvador. C'est une chanson douce que me chantait ma maman. Et on chante tous les soirs aux enfants. Moi, je la chante à mon propre fils. Or, on croit toujours que les berceuses, ce sont des chansons douces et gentilles et même un peu mièvres. Or, je crois que ça n'est pas du tout le cas. La berceuse, c'est un chant assez sombre, c'est un chant hypnotique. On chante pour endormir quelqu'un. Et une fois qu'on l'a endormi, on peut lui faire ce qu'on veut. Et à la fois, j'ai le sentiment, moi, en tant que romancière, d'endormir mon lecteur, puisque je lui fais croire que je vais lui parler d'une gentille nounou, etc. Et en même temps, Louise, le personnage, elle endort un peu tout le monde et elle les hypnotise pour pouvoir faire ce qu'elle veut. Donc j'aimais bien cette idée que, finalement, la chanson douce, la berceuse, est aussi un chant très noir. Vos œuvres sont souvent inspirées des faits divers, comme dans la chanson douce. À travers votre écriture, vous pointez du doigt des problèmes sociaux comme les différences de classe sociale, les inégalités hommes-femmes. Vous avez dit que la littérature ne pouvait pas changer le monde, mais qu'elle pouvait peut-être changer ceux qui la lisent. C'est le pouvoir de l'écriture, d'après vous? Oui, je crois que le pouvoir de l'écriture, c'est un pouvoir d'abord profondément intime. Ça bouleverse l'intimité de chaque individu. Je crois qu'on regarde le monde différemment après avoir lu un roman et sans doute qu'on regarde ses semblables, les êtres humains, différemment. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Je dis souvent que je pense qu'après avoir lu Anna Karénine, on ne regarde pas une femme adultère de la même manière que quand on ne l'a pas lu. Après avoir lu Crime et Châtiment, on réfléchit à la question du mal, à la question du crime de manière différente qu'avant de l'avoir lu. Donc c'est un bouleversement intime qui change complètement notre regard sur le monde. Donc je me rends bien compte que les romans ne vont pas nourrir les enfants qui souffrent de la faim, ne vont pas arrêter les guerres. Je pense que les lecteurs de romans sont des gens qui vont modifier ou qui acceptent en tout cas cette possibilité d'être transformés, d'être bousculés, d'être dérangés par la littérature. Et Monsieur Tontin, vous êtes à la fois écrivain et traducteur. Vous avez traduit dans les deux sens une trentaine d'ouvrages importants et vous avez travaillé auprès d'un des écrivains les plus importants contemporains, Milan Kundera, dont vous avez traduit en chinois l'art du roman. Votre travail a fait découvrir de nombreux auteurs français aux lecteurs chinois. Alors, quel regard portez-vous sur la littérature française, ou plutôt francophone? En fait, effectivement, quand j'étais en France, j'étais très littéraire, j'étais même un peu créatif. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Madame Huang Ying, parce que quand elle m'a chanté des airs de Verlaine, en rentrant, je me souviens plus de ces vers et je commençais à les compléter. C'est comme ça que je suis devenu poète, en fait. Et je suis publié en France en tant que poète francophone. Et après, en rentrant en Chine, je me suis aperçu que, en fait, les Chinois ne connaissent pas assez la littérature française. Du coup, je suis devenu traducteur. Et parce que c'est aussi une forme de découverte. Et on essaye de faire passer quelque chose. Donc, ce n'est pas écrit par nous-mêmes, mais on partage ce sentiment. Et je suis souvent très heureux d'entendre Mme Slimani de dire sur ses romans. Ça me fait penser à Milan Kundera qui, dans justement l'art du roman que vous avez évoqué, il dit un vrai romancier, c'est quelqu'un qui fait une découverte sur l'existence, qui nous apporte quelque chose de nouveau, une problématique nouvelle, qui fait une parcelle nouvelle qui n'a jamais été évoquée. Voilà, donc il soulève un rideau. Et on s'aperçoit finalement que, tiens, effectivement, ça c'est un problème, tiens, là il y a de quoi exploiter, etc. Vous voyez, donc, des romans où on raconte des choses, ce qu'on appelle l'eau de rose ou des romans de gare, sont des romans dans lesquels on fait des répétitions d'un sentiment, dans lesquels, finalement, au bout de laquelle on ne fait aucune découverte. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des grands romanciers, des vrais romans, et puis il y a des romans comme ça qu'on feuillette. Donc, je pense que la littérature française
a gardé cette tradition de grands romans. En général, comment choisissez-vous votre lecture? Vous êtes influencé par le palmarès des ventes? Moi, en tant que lectrice, non, je ne suis pas influencée par le palmarès, je suis influencée par les thèmes, je suis influencée... Quand je regarde la 4e de couverture, oui, par les thèmes, en général, je lis les premières phrases, je regarde le style, souvent aussi par les pays, parce qu'il y a des pays, par exemple, il y a des périodes où j'ai envie de découvrir tel ou tel pays, donc je vais aller piocher plusieurs romans, mais les palmarès ne sont pas quelque chose qui m'influence. Je dirais même l'inverse. En général, je n'aime pas lire un livre que tout le monde est en train de lire, parce que d'abord parce que j'aime bien faire mon original, et puis non, et puis parce que je suis gênée par les commentaires de tout le monde et par les conversations de tout le monde dessus, et comme j'aime bien avoir un point de vue assez solitaire sur les livres, j'attends toujours un certain temps avant de lire les grands succès. Pour ceux qui veulent lire en français, pouvez-vous leur conseiller certains auteurs ou livres? Oh là là, vous me demandez ça comme ça d'un coup. Moi, je leur conseillerais peut-être de commencer par des lectures de nouvelles. Je trouve que la nouvelle, c'est toujours très bien pour entrer dans une langue. Et puis, en France, on a de très grands novellistes. Je leur dirais peut-être de lire Maupassant, qui est un écrivain que je trouve extraordinaire, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'il est en France, il est beaucoup enseigné à l'école, donc les gens oublient un petit peu la force de Maupassant. C'est un écrivain très cruel, parfois très pessimiste, qui a une vision très acide et en même temps très belle de l'humanité, de la société française dans laquelle il vivait. Et puis ce sont souvent de très très belles histoires avec des rebondissements. Donc oui, je leur conseillerais de découvrir les nouvelles de Maupassant, de piocher celles qui leur plaisent. D'ailleurs, Maupassant est très connu en Chine parce que ça fait partie des plus grands classiques de la littérature mondiale. Parce qu'en fait, Boule de Suif, des nouvelles comme ça sont en fait dans nos manuels pour les lycéens. Vous êtes président du prix Foulet, prix soutenu par l'ambassade de France pour récompenser les meilleures traductions d'ouvrages français publiés en Chine. Selon vous, qu'est-ce qui fait un bon travail de traduction d'un ouvrage littéraire? C'est un peu comme justement une soprano, un chanteur avec le compositeur, voilà, musicien qui exécute. Donc un grand compositeur qui rencontre un grand, disons, pianiste, c'est un amour, c'est quelque chose de très rare. Et un écrivain qui rencontre un grand traducteur, c'est aussi un amour, c'est aussi très rare. Parce que, en fait, c'est très intéressant parce que l'écrivain, dans sa langue maternelle, il est à la fois compositeur et exécuteur, si on peut dire, parce qu'il a réalisé. Mais dès que ça quitte cette langue, il faut une incarnation. Et je dirais, puisqu'on est en Chine, une réincarnation. Et le traducteur permet cette réincarnation. Ceux qui peuvent entrer en communion avec l'auteur et en même temps avec sa propre sensibilité donnent la valeur ou ajoutent, si j'ose dire, à la valeur d'un écrivain. L'homme le plus célèbre dans une langue, s'il n'est pas traduit, il est inconnu. Et avant de terminer, je donne maintenant mon micro aux spectateurs présents. Vous allez avoir l'occasion d'échanger vos points de vue avec nos deux invités. Madame Slimani, vous êtes née dans une famille plurilingue, vous parlez beaucoup de langues comme dans votre famille. Alors, pourquoi vous avez choisi la langue française pour commencer votre carrière d'écrivain? C'est ma première question. Et deuxième question, c'est que vous avez dit aussi que une langue, c'est une fenêtre, et plus on parle des langues, et plus la pièce dans mon cœur peut être allumée. Et j'aimerais savoir par les différentes langues, surtout par la langue française, quel paysage vous avez vu. Oui, voilà. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est vrai que dans ma famille, on parlait plusieurs langues. Alors moi, je ne les parlais pas toutes. Par exemple, je ne parlais pas l'alsacien que parlait ma grand-mère. Je ne comprenais que les expressions très mal élevées que ma grand-mère disait, mais c'est tout. Je ne parle pas non plus l'allemand, qu'elle parlait couramment, mais c'est une langue qui m'est très familière. Si j'ai choisi le français, c'est surtout parce que j'ai lu
toute ma vie en français, parce que ma vie de lectrice a été une vie de lectrice en français, que les livres qu'on avait chez nous étaient majoritairement des livres en français, et parce que très jeune, je me suis passionnée pour la littérature française, que j'ai dévoré petite les Jules Verne, les Dumas, puis ensuite tous les grands romanciers du 19e siècle. Et donc, je crois que c'est ça qui fait que j'ai eu envie d'écrire en français, parce que je me sentais une sorte de familiarité très grande avec les littératures en langue française, et puis parce qu'il y avait aussi dans mon propre pays, le Maroc, une tradition de littérature francophone importante, et puis j'admirais certaines des grandes figures de cette littérature qui m'ont inspirée, donc ça me paraissait assez naturel, voilà. Quelle fenêtre quel paysage ça a ouvert pour moi? C'est une très jolie question. Eh bien, je dirais que ça a ouvert pour moi un paysage qui est sans doute le plus beau paysage du monde, et c'est celui de la liberté. Pour moi, la langue française, c'est une langue qui porte vraiment dans son cœur cette notion de liberté, la notion aussi d'universalité. Moi, je n'oublierai jamais les années de lycée où j'ai étudié les philosophes des Lumières, où j'ai découvert la littérature du XVIIIe siècle, et c'est à cette époque-là peut-être que j'ai perçu aussi à quel point la langue était capable de transmettre des valeurs. Donc ce paysage-là, voilà, c'est le paysage de la liberté, de l'émancipation, de l'invention de soi-même, et puis d'une certaine façon, comme c'est le paysage de la liberté, le paysage d'une forme d'infini des possibles. Une autre question? Madame, vous êtes formée, vous êtes moulée par deux cultures différentes. Par rapport à la culture française, la culture arabe appartient à une autre civilisation, à une autre culture. Est-ce que vous rencontrez par hasard dans votre carrière ou bien dans votre vie quelque chose comme choc qui vous mettez mal à l'aise, par exemple? Écoutez, jamais, parce que je n'ai jamais vécu mes deux appartenances dans une forme de conflit ou dans une difficulté, sans doute du fait de mon éducation. Je le disais tout à l'heure, l'universel, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et mes parents nous ont vraiment éduqués là-dedans, en nous disant que quel que soit, au fond, tout ce que nous allions apprendre sur le plan culturel, quelles que soient nos identités, au fond, le socle qui allait nous former, c'était des valeurs universelles, et donc d'une certaine façon notre appartenance à la grande famille humaine. Et je me sens d'abord appartenir à cette grande famille. Mais dans mes identités, je prends ce qui me plaît, ce que j'aime, je combats ce que je n'aime pas, mais je ne le fais pas, si vous voulez, d'une manière nationaliste ou dans un rapport avec les pays. Je le fais par rapport à des valeurs. Je me suis toujours sentie très très libre par rapport à ça. C'est pour ça que sans doute moi-même j'ai du mal à comprendre quand je suis arrivée en France et qu'il y a pu y avoir un moment des grands débats sur l'identité nationale. Moi, je me sentais très étrangère à ça. Je me disais, mais pourquoi les gens ont tellement besoin de passer des heures à savoir quelle est leur identité nationale? Ça me paraissait très abstrait parce que moi, dans mon cœur, je sais très bien qui je suis. Donc peut-être que j'ai une vision très individuelle de ça. J'ai du mal sans doute à percevoir ces aspects collectifs de l'identité. Mais vous voyez, je me sens très proche de vous. Vous êtes chinois, je suis franco-marocaine. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune difficulté pour parler, et que vos différences culturelles sont des choses que vous allez m'apprendre et mes différences sont des choses que je vous apprendrai. Donc voilà, ma plus grande appartenance, c'est celle à la famille humaine et à la littérature. Oui, merci. Par curiosité, lorsque vous faites des rêves, c'est dans quelle langue? Vous savez, je vais vous dire un truc qui n'est pas politiquement correct, il ne faut pas le répéter, mais j'avais une tante qui était très drôle et qui disait toujours avec un très fort accent, « Moi, je rêve en français et je fais des cauchemars en arabe. » Bravo. Merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui, et merci également à nos spectateurs. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne continuation dans l'apprentissage du français. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à tous.